Il y a quelques semaines, j'ai terminé The God of the Woods de Liz Moore. C'est un thriller absolument fantastique qui prend place dans un camp de vacances en 1975 et suit une enquête policière tentant d'élucider la disparition d'une adolescente de 14 ans. Comme beaucoup de thrillers, ce roman contient beaucoup de plot twists. De fil en aiguille, j'en suis donc venue à réfléchir aux différents éléments qui, pour moi, donnent naissance aux meilleurs plot twists. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'une des techniques narratives les plus connues, que ce soit en littérature, au cinéma, au théâtre. J'ai nommé le renversement de situation, aussi appelé le retournement de situation ou le plot twist en anglais. Il y a quelques semaines, une personne m'a écrit dans mes commentaires pour me demander s'il serait possible que je fasse une vidéo sur les retournements de situation et s'il était possible pour moi de partager mes astuces pour écrire de bons plot twists, de bons retournements de situation. Ayant déjà fait une vidéo sur le foreshadowing et une vidéo sur les harengs rouges, je n'étais pas trop sûre de la meilleure manière d'aborder le sujet parce que honnêtement, je pense que lorsqu'on maîtrise bien le foreshadowing et le hareng rouge, on maîtrise assez bien l'art de créer de bons plot twists. Mais en lisant The God of the Woods de Liz Moore, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait 3 astuces, 3 éléments que je pouvais encore partager sur l'art d'écrire de bons retournements de situation. Mais avant de commencer, les habitués, vous connaissez la chanson, donc n'hésitez pas à skipper cette partie. Mais pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne, je me présente. Mon nom est Mélodie Joseph et je suis l'autrice d'une série de fantasy qui s'appelle La Semeuse de Vent et dont les 2 premiers tomes ont été publiés en maison d'édition. Sur cette chaîne, j'aime parler de mes lectures, j'aime parler d'écriture et j'aime parler de mon quotidien d'autrice. Donc si ce sont des choses qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sans plus tarder, revenons-en au plot twist et lançons-nous dans le vif du sujet. Les retournements de situation sont des bouleversements inattendus dans les intrigues. Ils sont utilisés par les auteurs pour surprendre, prendre au dépourvu et rendre leurs histoires plus intéressantes. Parce que le but des plot twists et des retournements de situation, c'est prendre les lecteurs au dépourvu, surprendre les lecteurs en créant des événements qui ne peuvent pas être anticipés. Beaucoup d'auteurs font l'erreur de croire que les plot twists / retournement de situation n'ont pas besoin d'être annoncés. Et là, vous vous demandez sans doute de quoi je parle parce que c'est un petit peu contradictoire ce que je suis en train de dire. Pourquoi annoncer au lecteur un événement qu'on ne veut pas qu'il soit en mesure d'anticiper ? C'est un petit peu contradictoire, mais suivez-moi 2 secondes. Je pense sincèrement que les meilleurs retournements de situation, ce sont les retournements de situation qui sont annoncés en avance au lecteur, ou tout du moins les retournements de situation qui sont suggérés en avance au lecteur. Dans Star Wars, avant que Luke découvre que Darth Vader est son père, plusieurs indices sont laissés au spectateur pour qu'il en vienne lui-même à cette conclusion. Bien sûr, il est difficile de deviner en avance la grande révélation, mais une fois qu'on sait, les indices nous sautent aux yeux. Et là on se dit « Ah mais c'est quand même évident !» Comment j'ai pas pu voir ça? Un plot twist, comme tous les éléments présents dans une histoire, doit avoir du sens par rapport aux informations que les lecteurs ont déjà et ne peut donc pas sortir de nulle part. Les retournements de situation qui sortent complètement de nulle part ne créent pas de la surprise, ils créent de la confusion. Et ils donnent l'impression soit que l'auteur cherchait la facilité, soit que l'auteur ne sait pas écrire. Pour construire un retournement de situation efficace, il est donc important de bien charger son fusil de Tchekhov. Et si vous ne savez pas ce que je veux dire lorsque je parle de fusil de Tchekhov, je vous renvoie à ma vidéo sur le foreshadowing, je mettrai un lien dans la description et en haut. Dans cette vidéo, j'explique en détail ce qu'est cette technique narrative ainsi que le foreshadowing de manière générale. Mais en gros, quand je dis qu'il faut bien charger son fusil de Tchekhov, ce que je veux dire, c'est qu'un retournement de situation, un bon retournement de situation, c'est quelque chose qui se prépare. Il faut que les lecteurs possèdent suffisamment d'informations au moment du plot twist pour que ce dernier leur semble surprenant, mais surtout logique. Pour cela, je pense donc qu'il est super important de disséminer des informations et des indices tout au long de l'histoire et de suggérer la révélation qui s'en vient au lecteur avant que celle-ci arrive. The God of the Woods de Liz Moore utilise le sous-texte de manière absolument magistrale pour préparer les lecteurs au retournement de situation. Et là, j'ai un exemple en tête, mais attention, spoiler pour les personnes qui n'ont pas lu ce livre et aimeraient le lire ou pour les personnes qui ne l'ont pas encore terminé. Alors dans ce roman, il y a un personnage qui s'appelle Alice.
Alice doit épouser le descendant de la famille riche qui possède le camp de vacances où se déroule toute l'histoire. Elle rencontre cet homme alors qu'elle est à peine majeure. C'est une union transactionnelle. Il est déjà décidé qu'ils doivent se marier, qu'ils s'aiment ou pas. Lorsqu'elle le rencontre, elle est très intimidée parce que bon, il est plus âgé, c'est son futur mari, elle n'a pas vraiment le choix dans la situation. Donc forcément, elle est intimidée, elle est mal à l'aise et c'est sa grande sœur qui fait les introductions. C'est sa grande sœur qui dirige un peu la conversation entre elle et son futur mari. Sa grande sœur semble particulièrement à l'aise avec cet homme, mais Alice, tout comme nous, les lecteurs, on n'est pas amené à trouver ça bizarre. Alice dit, parce que la narratrice, c'est Alice. Alice nous dit que sa sœur est déjà mariée et est aussi beaucoup plus à l'aise en haute société. Mais plusieurs fois, durant le courant de l'histoire, le mari d'Alice se plaint du manque de conversation et du soi-disant manque d'intelligence de celle-ci. Et à chaque fois, même s'il ne fait pas de comparaison directe, on sent qu'il la compare à sa sœur qui, elle, est beaucoup plus à l'aise, donc en haute société. Ces simples conversations entre Alice et son mari laissent sous-entendre un lien beaucoup plus profond entre le mari et la sœur d'Alice, sans pour autant jamais rien nous dire de plus sur la relation qui pourrait y avoir entre ces deux-là. Et puis, à la fin du livre, plot twist, on découvre que tout ce temps, le mari d'Alice la trompait avec sa sœur. C'est un retournement de situation surprenant, mais en même temps entièrement logique. Dès la première scène, lorsque la sœur d'Alice la présente à son futur mari, j'ai été frappée par la familiarité entre ces deux personnages. À travers les dialogues et à travers les actions qui sont décrites, donc les actions que les personnages ont les uns envers les autres, on peut déjà soupçonner quelque chose. Il est tout de suite évident que le mari d'Alice admire l'intelligence de la sœur d'Alice et se montre aussi étrangement affectueux envers elle. Donc sans rien nous dire directement, le texte nous emmène subtilement à considérer l'éventualité qu'il puisse y avoir plus entre la sœur d'Alice et son mari. Résultat, quand on a la révélation à la fin de l'histoire, on est surpris, oui, mais on éprouve aussi un sentiment de satisfaction parce qu'on comprend que enfin toutes les boucles ont été bouclées. Bien sûr que le mari la trompe avec sa sœur. Il ne pouvait en être autrement vu la manière dont il se comportait avec elle. Et je pense que ce sentiment de satisfaction, plus que la surprise, est ce qu'on devrait essayer de vouloir provoquer chez les lecteurs lorsqu'on écrit des retournements de situation. C'est très bien si on arrive à surprendre, si on arrive à prendre au dépourvu, c'est le but, c'est très bien si on y arrive, mais c'est encore mieux si on donne le sentiment d'avoir réussi à ficeler l'histoire en tirant d'un coup sec. Maintenant, il peut être très difficile de faire du foreshadowing et de fournir discrètement les informations sans amener directement les lecteurs à la révélation. Certains devineront vos plot twists en avance, mais pour limiter, pour réduire le nombre de lecteurs capables d'anticiper les grandes révélations, les auteurs aiment brouiller les pistes et pour cela, ils aiment utiliser des harengs rouges. J'ai aussi fait une vidéo sur les harengs rouges dans laquelle j'explique en détail ce qu'est cette technique narrative et dans laquelle je fournis aussi plusieurs exemples. Je linkerai aussi le lien dans la description et quelque part en haut. En gros, un hareng rouge, c'est une distraction. Dans les romans policiers, dans les thrillers, il y a souvent un personnage hyper suspect qui n'est jamais le coupable. C'est un personnage qui sert à détourner l'attention et à brouiller les pistes. Les harengs rouges peuvent être utilisés dans n'importe quel genre d'histoire, dans n'importe quel genre littéraire, mais bien évidemment, on les retrouve le plus souvent dans les thrillers et dans les romans policiers, puisque c'est généralement dans ces histoires-là qu'il y a beaucoup de mystères à élucider. Pour reprendre l'exemple de God of the Woods, 10 ans avant le début de l'histoire, un jeune garçon a disparu dans des circonstances très mystérieuses. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais tout le monde pense qu'il a été tué par un serial killer qui rôdait à l'époque dans la région. Le serial killer n'a jamais admis le crime, il n'y a aucune preuve concrète que c'est lui qui a tué ce garçon, mais l'affaire a été classée, tout le monde pense que c'est le serial killer qui est responsable. Lorsque le roman commence, une adolescente, la sœur de ce garçon qui a disparu 10 ans plus tôt, disparaît à son tour. On apprend que quelques jours avant sa disparition, le serial killer, le même serial killer qui œuvrait dans la région 10 ans plus tôt, s'est échappé de prison. Donc, logique, tout le monde dans le roman commence à soupçonner ce serial killer. Vous l'avez deviné, le serial killer est en fait un hareng rouge, c'est en fait une grosse distraction. Il est plutôt facile de le deviner, mais l'autrice brouille encore plus les pistes en écrivant des chapitres du point de vue de ce serial killer. Du coup, même si on sait qu'il n'est pas coupable, on ne peut pas s'empêcher de penser « oui mais… »
il doit quand même jouer un rôle important dans l'histoire puisqu'il a des chapitres écrits de son point de vue. Et c'est pas tous les personnages dans l'histoire qui ont des chapitres écrits de leur point de vue. Ainsi, l'autrice se sert habilement des points de vue et de ce personnage pour brouiller les pistes et pour détourner l'attention des lecteurs. Et le truc, c'est que ce tueur a vraiment un rôle capital à jouer dans l'intrigue. Et ça, vraiment, je pense que c'est important. Je pense que les harengs rouges devraient avoir leur propre raison d'exister en dehors de leur simple rôle de distraction. Si ces personnages font des trucs suspects, se trouvent à des endroits où ils ne devraient pas être, je pense qu'il devrait y avoir une bonne raison. Une raison logique permettant d'approfondir l'intrigue et d'approfondir le thème de l'histoire. J'en viens maintenant à un point qui, je pense personnellement, est super important pour écrire de bons plot twists. La logique interne de l'histoire ne devrait jamais être brisée. Un personnage qui devient subitement fou juste pour surprendre les lecteurs et pour créer un retournement de situation, ou alors un événement sans cause réelle qui arrive juste pour brouiller les pistes et juste pour prendre les lecteurs au dépourvu, ça fonctionne toujours moyen parce que ça casse l'immersion. Pour maintenir la logique interne de l'histoire ainsi que la suspension d'incrédulité des lecteurs, ce que je fais, c'est que je me demande toujours pourquoi. À chaque fois que je décide que quelque chose doit arriver dans mes histoires, dans mes récits, j'ai pris l'habitude de toujours me demander pourquoi. Pourquoi est-ce que les personnages ont décidé de faire ça comme ça? Pourquoi ont-ils décidé de faire ça à ce moment-là? Et pourquoi les événements doivent-ils arriver de cette manière et de cette façon-là à ce moment-là? Je pense que pour construire un bon retournement de situation, il est important de savoir en avance pourquoi ce retournement de situation arrive. Quelles sont les causes de ce retournement de situation? Pourquoi les personnages mentent-ils s'ils mentent? Pourquoi cachent-ils des informations s'ils cachent des informations? Qu'est-ce que ces personnages cachent? Pourquoi ça a besoin d'être caché jusqu'au moment où c'est révélé? Hello, ici Mélodie du montage. Je tiens à ajouter ici que cette question est vraiment importante puisqu'elle nous amène à réfléchir aux conséquences du retournement de situation sur l'intrigue et sur les personnages. Dans la plupart des histoires, les retournements de situation sont placés de manière stratégique dans l'histoire parce qu'ils ont souvent des conséquences graves sur l'intrigue et sur les personnages. Et c'est à partir des réponses que l'on donne à nos pourquoi que l'on peut construire le comment et que l'on peut donc construire de bons retournements de situation. Je pense franchement que c'est hyper important de connaître les pourquoi de nos plot twist. Et surtout de savoir ce que cela dit des personnages concernés et du thème de l'histoire. Les tromperies du mari d'Alice surprennent les lecteurs, prennent les lecteurs au dépourvu, c'est vraiment intéressant et ça rend l'histoire plus palpitante, mais ce plot twist permet aussi d'appuyer un peu plus encore le thème de l'histoire. Et ce roman parle de la situation difficile dans laquelle beaucoup de femmes bourgeoises se trouvaient dans les années 70, du fait notamment qu'elles n'avaient pas vraiment de contrôle sur leur vie. Le serial killer, quant à lui, sert à souligner comment la police à l'époque et aujourd'hui encore pouvait clore des affaires en réalité non résolues en trouvant des coupables faciles et en rejetant souvent la faute sur des gens appartenant à des classes moins élevées qui ne pouvaient pas se défendre afin de disculper des personnes appartenant aux classes plus aisées, permettant ainsi aux riches d'exister en toute impunité. Parce qu'au final, God of the Woods, c'est un livre qui explore les dynamiques de classe. Tout ça pour dire que surprendre les lecteurs peut rendre une histoire plus intéressante, mais que je pense que notre but en tant qu'auteur est surtout d'écrire des histoires satisfaisantes et réfléchies. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura réussi à répondre à vos questions si vous vous demandiez comment écrire un bon retournement de situation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant, à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours très plaisir. Un grand merci d'avoir regardé jusqu'ici, de me suivre et d'être toujours au rendez-vous, ce sont vraiment vos retours qui me motivent. On se retrouve très vite, portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!